Comment décarboner le bâtiment ? Quels sont les matériaux d'avenir de la construction ? Comment mieux trier les déchets de chantier ? Quelles solutions face aux défis du confort d'été ? Si ces sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Bâtir pour le climat, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la transition environnementale dans le secteur du bâtiment. Bâtir pour le climat est un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Je suis Carole Ferry, directrice des rédactions. Dans ce podcast, je reçois des professionnels du secteur de la construction durable. Ensemble, nous discutons de leur vision, de leurs projets à impact positif. Ils partagent leurs expériences, ils apportent un éclairage précieux pour vous aider à mettre en place des solutions concrètes. Très bonne écoute. Bonjour Philippe Biowix. Bonjour. Merci de nous accueillir au sein du groupe AREP pour ce nouvel épisode de Bâtir pour le climat. Vous êtes ingénieur diplômé de l'École centrale de Paris, directeur général du groupe AREP, l'agence d'architecture de la SNCF. Vous êtes par ailleurs un spécialiste, un passionné de la transition environnementale, du low-tech, de la raréfaction des ressources. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet. L'occasion pour nous d'évoquer ces problématiques dans le secteur de la construction, l'un des plus émetteurs de CO2. Alors pour commencer, on dit beaucoup que la RE 2020 fait de la France une vitrine de la transition dans le secteur. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, je n'ai pas un benchmark mondial de la RE 2020, mais je pense qu'effectivement, on est relativement en avance et il y a plein de choses intéressantes dans le passage de la RT à la RE et cette logique d'abord de l'exploitation. Thermique, environnement. Voilà, pardon. Et donc, la question du cycle de vie, la question des matériaux qui stockent ou capturent du carbone, enfin biomatériaux, biosourcés. Donc, c'est très très bien. Il y a aussi le fait que maintenant, on ne s'intéresse pas qu'au neuf, on s'intéresse à la réhabilitation. Alors, pas pour la RE 2020. Pas pour la RE 2020, mais quand même, voilà, on est en train de bouger sur ces sujets-là. Et il y a effectivement des critères bas carbone, etc., qui sont disponibles quand on est dans des projets de rénovation, qui vont quand même devenir sans doute de plus en plus l'essentiel de l'activité, du moins je l'espère, dans les décennies qui viennent, quoi, ne serait-ce que pour des questions... Et qui sont devenus vraiment une priorité ? Oui, pour des questions... d'abord, il y a des questions pour des questions sociodémographiques, sans doute, tout simplement, et de limite peut-être de la métropolisation. Oui. Et 80% des bâtiments de demain existent déjà, c'est ça ? Alors ça, c'est un calcul, oui. Enfin, chacun fait un peu son calcul. Oui, donc, on est à peu près dans ces ordres de grandeur. Le calcul simple, c'est de dire qu'on fait à peu près 1% de la ville par an. Ça, c'était basé sur, on va dire, ça pour le neuf. 300 000 logements qui étaient mis en chantier chaque année, puis avec les collèges et tout ce qui va bien avec autour des logements. Donc, par rapport à un parc de 36 millions de logements, donc ça fait à peu près 1%. Et donc, en se projetant à 2050, effectivement, 1% par an, ça fait une vingtaine de pourcents. Bon, en réalité, déjà, je ne suis pas sûr qu'on va être encore 300 000 logements en chantier tout à fait en ce moment avec les conditions. On y reviendra. Voilà, mais voilà, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, l'essentiel de la ville de 2050, c'est-à-dire celle où on doit avoir atteint la neutralité carbone, elle est déjà là à 80-90%. Et qu'il faut rénover. On a longtemps parlé de la nécessité d'atténuer, de réduire les émissions de CO2. Beaucoup s'opposaient à l'adaptation des bâtiments aux conséquences du dérèglement climatique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de consensus sur la nécessité à la fois d'atténuer et d'adapter ? Oui, je crois. Enfin, si on exclut les quelques climato-sceptiques, peut-être, qui non, je parle pour ceux plutôt. Mais pour ceux qui reconnaissent à peu près l'état de la science sur la question climatique. Diminuer les émissions, il n'y a que ça d'important. Donc c'était un débat qui a traversé, je pense, les forces écologiques ou écologistes dans les années 2000. L'idée qu'effectivement l'adaptation, c'était reconnaître un échec sur la nécessité d'atténuer. Un petit peu comme finalement la logique de compensation qui évite de faire des économies ou de la sobriété en amont. Bon, aujourd'hui, je pense qu'effectivement, maintenant, on sait que le coup est parti. Il est plutôt parti fort. Il est sans doute parti d'ailleurs plutôt en haut des scénarios qu'en bas des scénarios. Et on le voit et on peut le sentir de plus en plus, que ce soit avec des épisodes météorologiques divers et variés ou autres. Donc aujourd'hui, oui, c'est les deux indispensables. Atténuation toujours et encore, parce qu'évidemment, chaque dixième de degré compte, enfin chaque tonne. On est dans des phénomènes non linéaires, un peu linéaires, mais qui peuvent diverger. Et puis l'adaptation sous deux formes. Je pense qu'il y a la question d'éviter la maladaptation, c'est-à-dire de construire des choses ou de transformer des bâtiments qui seront mal adaptés
en 2050. Et donc, comme on construit quand même pas pour 5 ans, mais plutôt pour quelques dizaines d'années ou plus, il faut effectivement s'assurer de la compatibilité quelque part de ces bâtiments et de leur usage entre 2050 et 2100, quoi, ou 2080, 2070. Et puis d'adapter évidemment la ville existante aussi le plus possible à ces évolutions climatiques. Oui. Vous prenez d'ailleurs la sobriété systémique, c'est-à-dire une sobriété organisée, voire imposée par la puissance publique. Vous êtes ministre de la Transition environnementale. Demain, quelles sont vos premières mesures d'urgence ? Ouais, alors je vais essayer de ne pas trop faire peur avec la veste kaki, avec la puissance publique qui imposerait des choses. Moi, je parle souvent déjà d'une puissance publique qui inciterait, favoriserait, amplifierait, expérimenterait. Ça serait déjà pas mal avant d'imposer. Mais évidemment, oui, l'aspect réglementaire, y compris l'interdiction, peut faire partie du panel de solutions qui peuvent être mises en œuvre par la puissance publique. Pour accélérer. Voilà, il faut trouver les moyens d'accélérer. À côté, il y a la question fiscale, il y a la question du soutien à l'innovation. Enfin, voilà, il y a toute la gamme possible. Moi, ce que j'appelle sobriété systémique, peut-être d'abord, en quelques mots, c'est cette idée que on parle beaucoup de sobriété depuis 2022, c'est bien, le mot s'est installé. Avant, il y avait quelques associations qui en parlaient, voilà, et puis c'était tout. Avec évidemment l'explosion des prix de l'énergie qui a suivi le démarrage de la guerre en Ukraine. Donc la sobriété aujourd'hui, c'est plus un gros mot, c'est plutôt un mot intéressant. Être sobre, faire œuvre de sobriété dans une entreprise, dans une administration, c'est plutôt positif. D'ailleurs, la sobriété, elle peut être économique et environnementale, finalement, donc ça c'est intéressant. Mais en fait, quand on regarde un peu plus près, souvent, dans le domaine industriel, on est souvent sur de la sobriété qui est plutôt de l'efficacité de système industriel, de processus, de procédés que on va transformer des machines, on va électrifier, on va faire des choses qui vont effectivement faire gagner du CO2 ou de l'énergie, ou les deux. On décarbone la fabrication. Voilà, donc la production. Voilà, mais c'est finalement quand même plutôt des leviers très technologiques et liés finalement à de l'efficacité. Et puis la sobriété, la vraie sobriété, elle est souvent prise dans son acception un peu personnelle, un peu individuelle. Donc on va chauffer moins, ou on va moins climatiser, ou on va covoiturer, prendre des modes doux, voilà, ce genre de choses-là, consommer local, que sais-je. Voilà. Et moi, je pense qu'en fait, non, il y a tout un pan de sobriété qui est une sobriété plutôt collective, en fait, et qui est une sobriété qui, quelque part, s'impose à nous par des systèmes, par des organisations. Donc, si on devient les champions de la petite voiture et pas du SUV char d'assaut électrique, c'est plutôt parce qu'on décide ensemble et collectivement d'arrêter de faire de l'inflation de poids et de puissance sur les véhicules. Si demain on essaye de réinvestir le vacant et les bâtiments, les surfaces mal utilisées ou sous-utilisées, par des évolutions d'aménagement du territoire, par le fléchage d'aides pour peut-être redévelopper dans le cadre de la réindustrialisation des emplois dans les pourtours des bourgs, des villes moyennes et pas juste dans les pourtours de métropole. Voilà, ce genre de choses-là, c'est du systémique. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut décider tout seul dans son coin après avoir pris conscience des enjeux climatiques ou environnementaux. C'est quelque chose qui doit s'organiser. Et donc voilà, il y a toute une gamme de choses qu'on peut faire. On peut imaginer qu'avoir des réseaux télécoms mutualisés, on comprend pas pourquoi les réseaux télécoms sont multiples alors qu'on n'a pas ça pour l'eau, pour l'assainissement, pour les infrastructures routières ou ferroviaires. On pourrait faire la même chose, avoir un réseau unique sur lequel tout le monde monte de manière indifférenciée. On aurait quand même de la concurrence entre opérateurs, il n'y a pas de souci. Mais on aurait un seul réseau, ça consommerait 2 fois moins d'électricité ou 3 fois moins d'électricité. C'est ce genre de choses-là. Et je pense que là, il y a vraiment une gamme d'actions possibles. Alors, c'est pas tout pour le ministère que je brigue, c'est ça, si j'ai bien compris. Je vous soupçonne pas de le briguer, mais disons que voilà. On choisisse de vous y nommer. Voilà, je pense qu'il y a des actions qui sont de l'échelle territoriale, de l'échelle même métropolitaine, de l'échelle régionale, et puis d'autres qui sont effectivement de l'échelle étatique, voire européenne, voire. Mais vous savez qu'on a besoin de concret. Je vous dis, vous y arrivez demain au gouvernement. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est de la transition écologique qu'il faut prendre ou si c'est Bercy ou si voilà. Moi, je pense qu'effectivement, encore une fois, je pense qu'on a besoin d'entrer dans une logique collective d'abord. C'est-à-dire, c'est ce qui fait aussi nous notre enthousiasme, notre envie de ténacité dans l'envie de transformation des modèles économiques et de concevoir des choses plus durables. C'est la logique du collectif, quoi. On trouve quand même beaucoup plus d'énergie et d'enthousiasme quand on est plusieurs.
Donc déjà, voilà, je ne brigue qu'une entrée dans un gouvernement avec un projet collectif et que ça, voilà, un peu plus que peut-être ce qu'on peut voir aujourd'hui. Ça va être compliqué. Un peu partout. Voilà. Et on décilote alors. Donc on décilote et voilà, et je pense qu'il y a plein de choses à faire. Alors effectivement sur la question du bâtiment, en fait si on prend les grands acteurs, voilà, c'est le bâtiment, les transports évidemment, l'agriculture, et puis avec tout ça, voilà, si on fait un petit peu moins de numérique à l'école et 2-3 trucs avec du discernement sur l'intelligence artificielle, ça sera déjà pas mal. Donc sur le bâtiment, indéniablement, on a un gigantesque bâti existant. Il faut mettre le paquet sur la rénovation. Il y en a qui font le job, j'ai pas de doute sur les bailleurs sociaux, par exemple. Mais comment on fait pour rénover la petite copropriété privée ? Comment on fait pour rénover alors qu'il n'y a pas de modèle économique derrière, l'habitat individuel? Comment est-ce qu'on fait pour isoler le Louvre par l'extérieur? En plus, en ce moment, il ne faut pas faire trop de travaux avec des échafaudages, sinon ça monte, on va rentrer encore dans une salle. Voilà, donc tout ça, là, il y a un travail formidable de création de mètres carrés, de création de logements, quelque part, presque sans consommer de CO2, sans consommer d'acier, sans consommer de ciment, parce qu'en fait, les surfaces sont là, c'est juste qu'il faut les transformer, il faut aider des gens dans leur parcours de vie, peut-être à être capable d'accueillir des étudiants chez eux, quand eux-mêmes vont être, les enfants vont être partis, ils ont de la place, on peut séparer, faire des entrées séparées, faire des petits tréhausses sur des garages dans du périurbain. Enfin, il y a plein de choses à faire qui sont vraiment des logiques différentes des grands ténements d'urbanisme historique, etc. On peut beaucoup plus favoriser les filières de biomatériaux, et je ne pense pas juste au bois, je pense à la question par exemple de la terre crue, voilà, qui est quelque chose d'historique et qui est vraiment très intéressant, très patrimonial. On peut imaginer d'avoir des TVA différenciés, par exemple. On peut imaginer d'avoir du zéro TVA sur le réemploi. Ça, c'est des choses qui sont réclamées d'ailleurs par la profession voilà des mesures. Quelques temps. Voilà. Après, je pense que sur le voilà, et si je sortais du bâtiment, mais je pense que ça intéressera moins les auditeurs et auditrices du podcast. Voilà, on peut faire des choses sur les transports avec la question de la taille des véhicules, et en particulier de la taille des véhicules électriques. Comment on fait une conversion vers le véhicule électrique, mais en étant raisonnable sur la quantité des batteries nécessaires. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de 1,8 tonne ou 2 tonnes pour transporter 100 kg la plupart du temps, quoi. Voilà, ce genre de choses-là. Et puis, sur l'agriculture, il y a aussi tout à faire, je pense. Mais là, voilà, ça nous occuperait sur un long podcast, je pense. Et je suis moins spécialiste, pour le coup, que sur le bâtiment, par ailleurs. Vous êtes directeur général du groupe AREP, agence d'architecture, et vous avez une démarche très innovante pour gérer l'ensemble des paramètres environnementaux dès la conception du projet. C'est la démarche EMC2B. Ça consiste en quoi très concrètement ? Alors c'est même avant la conception, puisqu'en fait, donc, le groupe AREP, on a à la fois des activités en assistance à maîtrise d'ouvrage, et y compris programmation et en conception. Donc l'idée, c'est d'abord de se dire que on doit être dans le juste besoin, dans le juste dimensionnement. Donc on commence dès la programmation, dès l'expression des besoins par les futurs utilisateurs. De combien de mètres carrés on a besoin, pour quelle fonction, est-ce qu'on peut faire de la multifonctionnalité, est-ce qu'on peut imaginer de partager les lieux, quand ce sont des bureaux, les ouvrir sur l'extérieur, etc. Donc là, il y a plein de choses à faire. Alors cette idée de MC2B, en fait, voilà, c'est un guide, en fait, un guide de questionnement, donc à toutes les temporalités du projet et à toutes les échelles du projet. Le E, c'est l'énergie, voilà, quelle va être l'énergie. Alors évidemment, c'est énergie incluse dans les matériaux, dans la fabrication, mais aussi énergie d'exploitation, bien sûr. Le M, c'est matière. Donc voilà, c'est cette question des ressources qui utiliser moins de matière. Voilà, utiliser moins de matière, ou des matières qui sont moins impactantes pour l'environnement. Alors là se cachent des choses formidables, sur lesquelles on est encore seulement en train de défricher. Par exemple, bien entendu, tout le monde a en tête sans doute les questions d'exploitation minière, les questions de coûts de transformation, de chaleur pour fabriquer le ciment, etc., le clinker. Mais on peut aussi parler, par exemple, des matériaux qu'on va mettre en œuvre dans les peintures, dans les revêtements de sol, dans les étanchéités, qui contiennent, par exemple, voilà, des composants organofluorés, dits polluants éternels, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est pas que dans les poêles des cuisines qu'on en trouve. Il y en a beaucoup dans nos sols, dans le bâtiment, dans plein de lots techniques ou voilà,
différents du bâtiment. Donc comment est-ce qu'on va tracer ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est d'un point de vue réglementaire pas tellement tracé, donc il faut aller enquêter chez les fournisseurs, etc. Il y en a qui ont des labels, d'autres pas. Donc voilà, on essaye de travailler vraiment toute cette question de la matière et de la ressource. Ensuite, on a C et C, c'est pour carbone et climat. Alors justement, le C de carbone, c'est l'atténuation, donc c'est évidemment réduire le plus possible les émissions de CO2, et climat, l'adaptation, voilà, avec ces différentes composantes, qui peuvent être sur des questions de confort, de température, qui peuvent être sur des optimisations de ventilation naturelle, essayer de travailler, d'avoir des systèmes techniques aussi qui sont les plus résilients possibles, d'une certaine manière, voilà, qui ne vont pas dépendre de trop de ressources ou de smart building ou je ne sais pas quoi. On aime bien essayer c'est le petit côté un peu low-tech, voilà. Et puis le B, c'est la biodiversité, voilà, donc avec l'idée que là aussi, le secteur, il est un petit peu... il est un peu embêté devant ce... Enfin, c'est pas seulement le secteur du bâtiment, de la construction d'ailleurs, hein, c'est vrai un peu dans l'industrie, etc. Dans l'agroalimentaire, ils voient à peu près ce que ça peut vouloir dire d'essayer de réduire l'impact sur la biodiversité, évidemment, parce qu'ils sont très liés à la question agricole. Et c'est plus difficile pour des secteurs qui sont plus éloignés comme les nôtres. Mais il y a des choses à faire. Voilà, quel type de plantation pour favoriser, alors à la fois adapté au changement climatique, mais du coup favorisant le retour de la biodiversité, des trucs qui peuvent nourrir ou pas des oiseaux, voilà, qui vont apporter aussi d'autres aménités, évidemment, hein, de l'ombrage, plein de choses. Voilà. Donc on a quand même, voilà, au-delà du nichoir à chauve-souris sur la façade et puis de je sais pas quoi, de la toiture végétalisée ou de la ruche sur le toit. Non, voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça et on démarre à peine, mais il y a vraiment des beaux projets, y compris des projets de recherche. Et dans sa globalité, la démarche, c'est aussi de dire peut-être qu'il faut accepter d'avoir moins de mètres carrés, réduire les mètres carrés, mais mieux les penser. C'est clairement, c'est vraiment au départ de la démarche et c'est cette idée vraiment de s'inscrire dans une bifrugalité, hein, une frugalité environnementale et une frugalité économique. Et alors, il y a cette petite musique, hein, qui traîne un peu historique de dire construire un peu plus écolo, c'est plus cher. Hein. Donc alors, tout de suite, voilà, on va se retrouver avec des arbitrages évidemment économiques et par des temps. On enlève des mètres carrés et du coup ça coûte la même chose. Et donc voilà, dans l'idée, c'est est-ce qu'on peut construire moins et construire mieux, quoi. Donc alors ça prend plein de formes. Hein. Ça peut être de dire quand on va jeter une passerelle au-dessus des voies pour voilà, relier deux quartiers de ville. Eh bien, elle fait. C'est quoi la largeur de cette passerelle? C'est quoi voilà, quel type de franchissement on peut se permettre ou pas? Et donc, vous savez, évidemment, en fonction de la trame des poteaux et des descentes de charge, vous allez avoir plus ou moins de matière qui va être mobilisée par cette passerelle. Ça va être dans des bâtiments de bureaux, des bâtiments d'occupation, évidemment, faire un peu tout ce que tout le monde commence un peu à faire, évidemment, sur les questions de flex office et autres, mais cette idée de dire voilà comment on est dans le juste dimensionnement, de travailler des expertises sur les études de flux pour se dire, par exemple, dans des gares, est-ce que voilà, c'est quoi la bonne taille, et est-ce que ça coince ou ça coince pas, et est-ce que ça coince 5 jours par an, dont le 14 juillet ou le 13 juillet au soir, ou est-ce que ça coince un peu plus, voilà, et d'être en permanence en fait dans cette logique-là, d'essayer de travailler le juste besoin, donc l'intensité d'usage. Donc on développe des outils là-dessus. On a par exemple on a des abacs maintenant qu'on construit avec les mètres carrés, le nombre de passagers, et pour à chaque fois qu'on fait un projet, essayer de se situer comme ça finalement de se dire est-ce que c'est un projet qui va être très intensif finalement ou assez peu intensif, et de toujours challenger finalement le besoin ou d'aider le maître d'ouvrage à challenger le besoin. Vous avez également lancé le projet SolarRep. Est-ce que c'est compliqué d'évaluer le potentiel solaire de l'ensemble d'un patrimoine immobilier ? Il faut croiser, alors compliqué, j'ai envie de dire oui et non. Enfin, je ne saurais pas le faire tout seul, ça c'est sûr, mais bon, c'est des expertises de data. En fait, on va croiser évidemment des données météorologiques, climatiques avec des données géographiques, avec des données de consommation. Et effectivement, pour essayer de se dire que à chaque euro dépensé, alors c'est vrai à la fois sur la solarisation, mais on pourrait dire c'est vrai aussi sur les questions de rénovation ou de changement de système énergétique. Hein, je pense, est-ce qu'il faut isoler, pas isoler, à quelle vitesse faut remplacer la chaudière fuel, il en reste quelques-unes, etc. Donc d'avoir des outils pour se dire chaque euro dépensé, c'est quoi le gain par euro, hein, je dirais le gain marginal par euro. C'est-à-dire que on sait qu'on a des moyens limités, des moyens financiers limités, mais aussi des moyens humains, organisationnels limités, hein, ceux des entreprises, ceux
ceux des concepteurs, des gens qui suivent les projets en conduite d'opération, etc. Eh bien, il faut aller mettre l'effort vraiment là où ça paye. Voilà. Et donc, c'est ça, cette idée des potentiels de solarisation. Alors que ça peut être sur du bâti, ça peut être sur des voies désaffectées, ça peut être peut-être demain sur des bordures d'infrastructures linéaires, pas forcément du ferroviaire. D'ailleurs, ça peut être des canaux, ça peut être il y a ça peut être des routes. Et bien, comment est-ce qu'on va effectivement aller se positionner au bon endroit et le plus rapidement possible, quoi. Ça avance, ce projet ? Ça avance, oui, ça avance. Alors maintenant, j'ai l'impression qu'on commence à être pris dans un grand débat supérieur qui est, mais alors le nucléaire, c'est pas si modulaire que ça. Et puis du coup, on a déjà beaucoup installé. Puis en plus, il faut récupérer les électrons des Espagnols et des Allemands. Alors est-ce qu'il faut vraiment continuer ? Bon, on va dire, voilà, il y a quand même cette idée, je pense, du solaire qui a quand même une vraie un vrai rendement énergétique intéressant. Enfin, je veux dire, par rapport, par exemple, à ce que capture la biomasse par mètre carré, hein, le solaire est quand même bien plus efficace, quoi. La biomasse, on doit être à moins de 20%, et je dis ça pour pas me tromper, mais le solaire, on va plutôt être à 10-15%, donc on a vraiment quelque chose d'intéressant. Et moi, je crois beaucoup au fait qu'il faut quand même privilégier le bâti, même si c'est plus compliqué, même si ce sont des plus petits projets, même si évidemment du coup ça demande une attention de déploiement un peu et d'exploitation un peu différente. Mais voilà, j'y crois plus que les grands projets de dizaines, de centaines d'hectares, voire de milliers d'hectares à l'échelle mondiale qu'on voit sortir, et qui évidemment sont très industriels, donc d'un point de vue économique très régimé, très intéressant. Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà, en fait, parce que ça vient s'insérer dans un existant et qui ne va pas venir en compétition avec des activités agricoles, avec d'autres choses, où l'impact sur la biodiversité, qui sera négligeable, quoi, parce que voilà, si j'utilise des toitures existantes, des toitures d'entrepôts, des toitures de centres de maintenance, il y a plein de choses qui sont déjà là. Et c'est ça, et c'est là-dessus qu'on a envie, nous, de se développer, ouais. Vous travaillez aussi à la réorganisation de l'espace public autour des écoles. Quel est l'objectif au-delà de la sécurité pour les enfants ? Oui, alors ça, c'est notamment les rues aux écoles parisiennes, mais effectivement, aujourd'hui, dans toutes les métropoles s'y sont mises. Donc, l'idée de départ, c'est effectivement d'apaiser la rue au moment des heures d'entrée ou de sortie d'école. En quelque sorte, rendre des surfaces aux enfants et enlever de la dangerosité. Alors, les surfaces, ça peut être des surfaces de jeu, ça peut être des surfaces de famille qui se retrouvent, etc. Mais effectivement, on voit d'abord tout l'intérêt ça peut être une coupure temporaire ou ça peut être une coupure définitive de la circulation hors mode très doux. Donc ça va quand même dans le sens d'essayer de libérer un peu la ville de l'emprise de la voiture, y compris surfacique pour la circulation et aussi pour le parking. Hein. C'est quand même, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin on doit être à 70% peut-être de l'espace public qui est consacré à la voiture dans une ville moyenne. Mais c'est aussi d'autres choses, c'est-à-dire ce sont aussi des plantations, donc ça va aller dans le sens de l'adaptation avec peut-être des choses qui vont faire de l'ombrage, qui vont quelque part contribuer au confort climatique d'été, et puis ça va être aussi peut-être de la biodiversité. Donc en fait on va aller cocher un certain nombre de critères différents et ce sont des projets qui sont globalement hyper bien accueillis, quoi, et qui sont vraiment, qui font plaisir à vivre, quoi. Voilà. Il y en a d'autres, hein. On peut penser aux cours Oasis, par exemple, hein, l'idée que les cours d'école sont ouvertes le week-end et ombragées. Voilà, et donc vont être finalement un lieu de végétalisé et de sérénité et d'intensification d'usage des lieux aussi. Hein. Voilà, c'est l'école, on peut intensifier les usages. Elle peut faire peut-être école de musique le soir, accueillir les associations le week-end, et puis la cour elle-même, elle va servir à des gens pour faire du ping-pong et aller lire Jean-Paul Sartre le week-end, quoi. C'est sympa. Alors justement, beaucoup de villes travaillent aussi à la création d'îlots de chaleur en dehors de la zone des écoles, de fraîcheur, pour supprimer les îlots de chaleur, bien sûr. C'est plus ou moins performant selon les solutions. Qu'est-ce qui est le plus efficace selon vous ? Alors, c'est pas selon moi, je pense que c'est selon plein de gens. C'est à peu près certain que ce qu'il faut privilégier à chaque fois que c'est possible, c'est la végétalisation. Alors évidemment, ça demande... Avant les ombrières, rien de...
Largement avant les ombrières. Pour moi, les ombrières, c'est vraiment c'est quand on a un parking dessous, quoi. Voilà, on ne peut pas planter en pleine terre de manière sereine, et donc on ne pourra pas avoir des arbres de haute tige qui vont faire les ombrages nécessaires. Et il y a plein de lieux comme ça. Donc, je veux dire, voilà, ça ne devrait pas inquiéter les gens qui sont sur le marché des ombrières. Nous-mêmes, on a gagné un concours avec Riva sur les ombrières de la ville de Paris. Voilà, il faut que ça soit à des endroits où on ne peut pas végétaliser de façon définitive, parce qu'encore une fois, la végétalisation, c'est pas juste pour régler le problème d'îlots de chaleur urbain. On a des co-bénéfices, et ces co-bénéfices, c'est aussi de l'apaisement. Je sais pas, voilà, on peut. Le bruit des feuilles, du vent dans les feuilles, que sais-je, c'est de la biodiversité, ce sont des continuités de corridors écologiques pour des oiseaux, des insectes. Donc on a besoin de tout ça, et ces fonctions-là, elles peuvent pas être remplies par des dispositifs artificiels, quoi. Donc dès qu'on peut, il faut végétaliser. On végétalise, tout l'espace public. Ouais. Alors ça ouvre des questions, parce qu'il faut aussi un peu plus de monde peut-être pour ramasser des feuilles, les tourner, des services des villes concernées, les parcs et jardins, il faut s'en occuper. Ça ouvre des choses, voilà, c'est plus certain. Que d'une ombrière. Ça pose aussi des questions des choix, des essences, parce qu'évidemment, il ne faut pas se retrouver avec un truc qui fléchit quelques années après, parce que soit on s'en est mal occupé, ou soit surtout parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, on va pas être au bon endroit. Mais ça ouvre toute une question. On a, nous, par exemple, fait un guide de végétalisation des parvis de gare qui est régionalisé, donc qui permet de dire qu'est-ce qu'on plante à quel endroit pour quels bénéfices environnementaux, et je pense qu'on peut faire plein de choses encore dans ce domaine-là. Ouais. Vous travaillez beaucoup également sur la question du réemploi, encore marginal aujourd'hui, chez les maîtres d'œuvre. Quelles sont les conditions, selon vous, pour passer de cette expérimentation qu'on a plutôt en ce moment à la généralisation ? C'est une peine, le réemploi, c'est terrible, parce qu'en fait, c'est vraiment un système ultra efficace d'économie de ressources, d'énergie, d'émissions de CO2 évitées. C'est vraiment très bien. Je pense que d'un point de vue culturel, ça a bougé pas mal, avec des maîtrises d'ouvrages publics ou privés, souvent très engagés, avec des projets assez emblématiques, et on peut faire vraiment des choses qui sont, même d'un point de vue esthétique, assez incroyables. Alors, le réemploi à date, qu'est-ce qui fait qu'il reste marginal ? Alors, tout le monde utilise à peu près le même chiffre, mais qui est du 1%. Du 1%, qui est en fait un calcul de coin de table de Rotor en Belgique à l'époque, sur la zone de Bruxelles. On va dire que c'est une estimation sans doute tout à fait on n'en est pas forcément loin. Correcte, voilà, en ordre de grandeur, c'est sûr. C'est vraiment alors c'est des choses, nous on piste ça maintenant dans nos projets, bien sûr. Alors il y a quand même des petites poussées réglementaires pas inintéressantes sur les obligations de diagnostic, à partir d'une certaine taille de projet. Très bien. Ensuite, effectivement, la déconstruction précautionneuse, c'est quand même quelque chose d'un peu plus coûteux que la démolition à l'ancienne. Alors cela dit, la démolition à l'ancienne, maintenant, il y a des cas avec les obligations de tri. Alors, je ne sais jamais, 7 flux, c'est ça, sans doute. 7, oui. Fallait déjà faire un petit peu mieux. Voilà, donc, et puis, ça progresse quand même. Voilà, il y a des choses sur lesquelles, enfin, on va recycler le verre plat. Enfin, on va recycler le plâtre. Donc, c'est bien. Il ne faut pas non plus voir que le côté sombre. Il y a quelques trucs qui quand même progressent, qui avancent. Mais c'est vrai que il faut déconstruire de manière précautionneuse. Il faut stocker. Il faut souvent transporter, parce qu'évidemment, la source va pas être tout à fait l'endroit où on va en avoir besoin, et puis même pour des questions de timing. Inversement, il faut sourcer. C'est pas toujours simple sourcer, de trouver. C'est pas simple. Il faut trouver les bonnes quantités. Et puis on a des valeurs ajoutées qui sont très variables. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quasi patrimoniales. Je pense qu'on n'a jamais eu besoin. La profession n'a jamais eu besoin de se poser la question de comment on faisait pour faire le réemploi des façades de cheminées des bâtiments haussmanniens quand ils étaient transformés en bureaux. Là, il y avait toujours quelqu'un pour passer pour récupérer le truc, et ça a été réinstallé ailleurs. Et à l'inverse, sur le chemin de câble, on m'a raconté des horreurs, par exemple, les équipes me disant que finalement le chemin de câble, on peut le réutiliser, c'est pas très difficile, un chemin de câble qui était hors d'eau, on le remet à un endroit qui était hors d'eau, tout va bien, quoi. Mais oui, mais non, parce qu'en fait, mais ça, en fonction des longueurs, il a été coupé. Alors, s'il faut en rabouter plusieurs, il va falloir en fait avoir plus de fixation. Plus de fixation, c'est plus de main d'œuvre. Donc finalement, le truc qui me coûte pas cher à l'achat, en fait, peut-être à l'installation, ça va finalement me coûter presque autant qu'un neuf, voire même plus que le neuf. Donc il y a plein de petits détails qui vont dépendre de chaque
de chaque presque filière, de chaque type de lot, de chaque besoin. Mais on y arrive quand même de plus en plus, et je pense qu'on est en train de passer le côté un peu culturel, de dire... je sais pas, par exemple dans l'ameublement, voilà, parce que quand on refait des bureaux, il y a aussi la question des chaises, des tables de bureau. Avant, on balançait tout, on faisait toujours des bureaux neufs, des mobiliers neufs dans les bureaux neufs. C'est moins le cas, et ça, c'est très facile à remployer. Puis finalement, ne pas avoir tout à fait toutes les mêmes chaises dans toutes les salles de réunion, finalement, je crois que ça commence à passer sans trop de difficultés. Donc voilà, il y a des choses assez simples comme ça, et avec des filières qui se sont bien structurées pour le coup. Mais moi, je pense que, alors c'est un peu feignant de dire ça, mais en tant que concepteur, évidemment, mais voilà, il faut tirer par la demande. Donc il faut effectivement qu'il y ait des maîtrises d'ouvrage qui impose quelque part, voilà, des taux de réincorporation, de réutilisation, de matériaux réemployés et ou recyclés, réemployés en priorité. Voilà, ça se passe de plus en plus, parce que je pense que c'est aussi... Parce qu'il y avait la question à un moment de l'assurance, maintenant c'est moins un problème. Moi, à chaque fois que je croise des gens, des assureurs, à commencer par Asma BTP ou d'autres, ils disent que non, il n'y a pas de souci. Voilà. Ils ont avancé sur cette question-là. Ils ont largement avancé, ils accompagnent. Alors il y a des questions de déclaration, etc. Voilà, mais en fait, en pratique, il y a pas les stats montrent qu'il n'y a pas de il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème particulier. Ça n'est plus le souci aujourd'hui. Non. C'est pas l'excuse, en tout cas. Voilà, c'est une excuse. Vous êtes aussi l'un des pionniers de la zéro artificialisation nette des sols. Comment répondre à la pénurie de logements sans continuer à construire ? Alors moi, je suis pire que ça. Je suis pionnier de la zéro artificialisation brute, de la zéro artificialisation tout court. C'est-à-dire que, en fait, je comprends le concept... de la ZAN, bien sûr, ou du ZAN, avec l'idée que on va réduire le flux d'artificialisation considérablement, tant mieux, on divise par 2 dans un premier temps. Alors maintenant, les échéances ont un peu bougé, mais c'est l'idée. Et puis qu'à un moment, chaque hectare artificialisé soit compensé par un hectare qu'on va renaturer. Bon. Mais le problème, c'est qu'à un moment, les hectares à renaturer, c'est un stock assez limité, quoi, hein. Et puis en plus, évidemment, il faut d'abord construire la ville sur les hectares qui sont déjà artificialisés. Donc on ne va pas les renaturer pour aller artificialiser, c'est compliqué à dire, à côté. Donc du coup, pour moi, en fait, assez vite, le flot le stock disponible de renaturation, de compensation, il va être très limité. Donc en fait, la zéro artificialisation, il va falloir qu'elle soit brute, qu'elle soit tout court. C'est-à-dire va falloir arrêter que les villes grandissent et grignotent des terres agricoles ou naturelles. Donc pour moi, c'est pas un souhait, c'est que c'est factuel, ça va se passer comme ça. C'est pas pareil dans le CO2. Hein. Le CO2, vous avez des petits machins dans l'océan, des coccolithophoridae ou un truc comme ça, je sais plus si ça doit être ça. Ils fabriquent des petites coquilles en calcaire, tant que les océans sont pas trop acides, et puis ça tombe au fond des océans, et voilà, ça fait un puits qui peut marcher pendant des millions d'années. Voilà. La renaturation des terres artificialisées, non, ça va pas marcher pendant 1 million d'années. Alors comment on fait ça ? On ne construit plus. Comment on fait ça ? D'abord, je pense qu'on peut créer du logement sans construire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cette question, les 2 puissants leviers qui font la demande en logement aujourd'hui, alors que l'augmentation de la population est très très limitée, c'est la décohabitation, on est de moins en moins nombreux par logement, et la métropolisation, on continue à vider des endroits, des villes moyennes, des diagonales du vide, mais pas que, il y a plein de petits vides un peu partout, pour aller s'entasser effectivement en pourtour de métropole, pour plein de bonnes raisons, hein, évidemment, des raisons économiques, des raisons de carrière, des raisons d'emploi, de famille, ce qu'on veut. Bon. Eh bien, je pense qu'on a moyen, effectivement, d'abord d'inciter par la puissance publique avec différents programmes à des mécanismes de recohabitation. Voilà. On peut penser, par exemple, à se dire, dans les métropoles très dynamiques et très étudiantes, oui, on peut avoir des gens qui accueillent des étudiants chez eux, mais à certaines conditions, avec quelle garantie de part et d'autre, quel mode de fonctionnement, comment on partage le réfrigérateur. Je plaisante en disant ça. Après, il y a plein d'expérimentations. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Il y a plein d'autres. Il y a des expérimentations sur l'habitat intergénérationnel, sur l'habitat partagé, l'habitat groupé. Voilà. Donc il y a plein de choses qui existent pour finalement, encore une fois, réintensifier l'existant. Alors, ça ne veut pas dire d'être collés les uns sur les autres et de partager la cuisine comme dans l'Union soviétique de 1970. Non, encore une fois, on a de la marge. Il y a des gens qui sont en situation de suroccupation, de mal logement, et il faut s'en occuper. Mais il y a aussi, à l'inverse, des gens qui auraient la possibilité, peut-être se sont pas encore rendu compte des avantages possibles, de tout l'intérêt que ça crée. Donc il faut faire de la pub là-dessus. Il faut que, comme pour le covoiturage du quotidien,
la puissance publique locale se mette en tiers de confiance, mette des gens en relation, que voilà, les universités sachent qu'elles ont des potentialités dans il y a dans des le initiatives, et il y a déjà des initiatives qui existent. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Pas toujours, et puis des transformations. Et on pourrait prendre un exemple qui je pense pas du tout tarte à la crème parce que ça met un peu de temps au démarrage, mais vu le taux de vacances aujourd'hui, ça va devenir inéluctable. La question de la transformation d'un certain nombre de bureaux en logement, voilà, par exemple. Là aussi, c'est pas si simple, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Des sujets un peu réglementaires, des sujets de profondeur des trames de bâtiments, etc. Il y a plein de choses à régler, mais là encore, il peut y avoir des très belles opérations. Vous êtes parfois accusé d'être anti-progrès. Comment vous répondez à ça ? Je ne savais pas. Non, je suis pas Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle le progrès. C'est terrible. C'est-à-dire aujourd'hui, la question du progrès technologique, est-ce que c'est la même chose que le progrès humain ? Est-ce que la question des progrès des appareillages à l'hôpital, c'est moins bien ou mieux que la dernière version de ChatGPT ? Voilà. Donc moi, je suis juste factuel. Je suis hélas juste un pauvre ingénieur et avant. Je suis pas philosophe ni anthropologue, voilà. Mais en fait, moi, je commence par dire juste attention, la technologie, elle a un coût. Elle a un coût environnemental et la logique de dématérialisation, la logique de croissance verte, etc. Elle se voit pas trop dans les faits, voilà. Et au contraire, finalement, plus on enrichit notre quotidien, plus on enrichit les objets, les bâtiments qui nous entourent en technologie, et plus on s'éloigne du recyclage parce que ces petites bestioles qui nous filment, là, les smartphones, voilà, c'est bourré de plein de trucs très miniaturisés, très intégrés, avec plein de ressources rares qui sont très difficiles à recycler. Donc moi, j'ai alerté un peu là-dessus, et moi, ça me mène en fait à une logique de techno-discernement, de discernement technologique. Donc cette idée de dire, à chaque fois que je vais mettre quelque chose en œuvre, on doit avoir la conscience du coût environnemental que ça représente, de la perte quelque part d'ailleurs de ces ressources pour les générations futures, et donc que ça devrait nous guider dans les usages. Et donc je prenais à dessein l'hôpital en disant peut-être qu'à l'hôpital très bien, c'est bien d'avoir des trucs hyper high-tech, des derniers cris. Et puis à côté de ça, les petits afficheurs qui disent si la salle de réunion est pleine ou pas pleine, ça sert peut-être un peu moins. Alors on va me rétorquer tout de suite, mais si, parce que du coup le numérique, ça permet d'intensifier l'usage des lieux. Philippe, tu sais pas ce que tu veux. Bon, mais voilà, encore une fois, je pense que les économistes, ils parleraient de rapport coût-bénéfice quand on bénéfice-risque aussi. Voilà, c'est cette idée de dire c'est quoi les bénéfices environnementaux, c'est quoi les coûts environnementaux. Alors, les coûts, on les connaît. Les bénéfices, ils sont toujours un petit peu inventés ou espérés, mais ils sont pas toujours là. Voilà. Et donc moi, j'appelle pas ça anti-progrès parce que je suis ingénieur, je comprends, j'ai une fascination pour comment sont fabriqués les objets, les bâtiments, les matériaux qui nous entourent. Je suis fasciné aussi par les capacités humaines et un certain nombre d'ailleurs de poussées technologiques récentes tout à fait bluffantes, pour pas dire presque magiques. Il y a un côté presque religieux, un côté miraculeux, on pourrait dire. Bon, mais par contre, j'essaie de garder la tête froide sur le fait de dire, mais est-ce que tout ça c'est utile en face du coût environnemental, et surtout que les leviers sont pas uniquement techniques. Les leviers, ils sont aussi et surtout socio-techniques, organisationnels. Voilà, c'est souvent à travers les usages, les comportements aussi, qu'on peut avoir des solutions. Je vais prendre un exemple très peut-être un peu provoquant, mais on disait il va falloir être neutre en carbone en 2050. Bon, donc il faut rénover très 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 vite. Et hélas, pour l'instant, on rénove pas du tout à la vitesse où il faudrait. Bon. Eh bien, peut-être qu'une solution d'adaptation, très choquante aujourd'hui, mais enfin, l'être humain est adaptable, et on a vu les sociétés qui ont déjà beaucoup évolué depuis quelques décennies, eh bien, peut-être que tout simplement, on chauffera moins en 2050, et que la notion de température de confort, eh bien, on sera plus à 21 comme avant la guerre en Ukraine, on sera pas à 19. On a déjà bien appris à se chauffer à 19. On a fait 2 ans, mais peut-être qu'on sera à 17, et puis qu'en fait, on s'habillera un tout petit peu différemment, et que ça ira bien à tout le monde. Voilà. Votre deuxième exemple ? On pourrait dire c'est le fait de se dire que dans un monde de la réparation et du réemploi, on peut baisser considérablement les besoins en ressources, les besoins en énergie, sans baisser la fonctionnalité. C'est-à-dire que personne ne se roule par terre d'aller changer son aspirateur ou son phare à repasser qui casse tous les 5 ans et qu'on ne peut pas réparer. Finalement, j'attends juste une fonction aspirée ou repassée. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a des tramways qui durent 30 ou 40 ans ? Pourquoi on a des bâtiments qui durent 30 ou 40 ans ? Et pourquoi on a des objets qui nous entourent qui durent 5 ans ?
vous disant. Voilà. Et donc là, finalement, il faut en parler aux industriels. Voilà, mais alors c'est les industriels, mais c'est pas que les industriels, c'est aussi tout le système, peut-être aussi fiscal, tout le système de fonctionnement, de prescription que peut avoir la puissance publique ou d'autres. Une dernière question, Philippe Biouix. À titre personnel, à quand remonte votre engagement en faveur de l'environnement ? Au début des années 2000. Voilà, c'était on va dire la montée en puissance d'un certain nombre de sujets à ce moment-là. Donc le changement climatique, on commençait quand même à en parler un peu. Il y avait des pics de pétrole, voilà, dont on parlait. Alors celui-là, il se fait un petit peu attendre pour le pic global, parce que voilà, les ressorts du progrès technologique sont très forts. Voilà. Prise de conscience. Oui, alors j'ai pas eu un grand soir, un grand matin. Voilà, c'est au fil de lecture en fait de découvrir notamment cette question des ressources non renouvelables. Donc ces logiques de stock en fait qui peuvent être alors très importants. On va pas tomber en panne de calcaire pour faire du ciment. Le ciment c'est plutôt un problème de CO2, c'est pas trop un problème de ressources. Mais voilà, notamment ces métaux avec cette idée que en fait on appuyait finalement toute notre société industrielle sur des ressources qu'on va tirer un petit peu partout sur la planète, alors qui s'épuisent plus ou moins vite en tout cas, mais c'est sûr dont on fait un gâchis effroyable aujourd'hui, ça c'est certain, puisque en fait on va pour l'essentiel on va recycler une partie, mais il y en a beaucoup qu'en fait on va tout simplement disperser ou faire disparaître presque, si je puis dire, dans l'environnement. Alors ça disparaît pas, mais ça finit dans des cendres de mâche-fer d'incinérateurs, ça finit dans des décharges, ça finit un petit peu partout. Et en fait, voilà, ça m'a projeté dans un univers un peu, presque moral ou philosophique, de me dire, mais finalement, ce smartphone qu'on fabrique aujourd'hui, ça sera peut-être un équipement de chirurgien qui sera pas disponible en l'an 2300, je sais pas. Et bon, c'est un petit côté glaçant quand même. Voilà. Et donc, en tirant le fil de ça, en fait, j'ai découvert tout un univers. À un moment où personne parlait trop des ressources, c'est vrai qu'il y avait un peu une invisibilisation de ce sujet, même si ça avait été prégnant dans les années 50, 60, 70. Et voilà, ça continue à me passionner aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Biouix. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir pour le climat, un podcast du Moniteur, des cahiers techniques du bâtiment et de Négoce. Abonnez-vous, partagez l'épisode avec votre entourage et laissez un commentaire sur votre plateforme préférée. Bâtir pour le climat, c'est aussi le nom de l'événement pour lequel vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site bâtirpourleclimat.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.